Voyage en récit Marguerite Marie Carrel. et Geoffroy Scrive. Marguerite Marie, le parcours que vous avez pu dresser ce matin devant un auditoire dans le cadre de la Francis Academy, qui se retrouve en Bretagne, en Nord-Bretagne, dans les côtes d'Armor à l'île Grande ces jours-ci, a montré que vous aviez une certaine aisance à vous exprimer à l'oral devant un auditoire. Peut-être est-ce dû aussi à l'aisance par rapport aux personnes âgées que vous aidez dans votre métier. Nous sommes là pour en parler. Vous travaillez donc à Nantes au sein d'une petite entreprise que vous dirigez qui s'appelle Agréage, donc comme pour agréable et âge, donc la contraction fait agréage. Vous avez produit un fascicule décrivant un petit peu ce que c'est, intitulé Le site des loisirs à domicile. Agréage est un réseau de professionnels convaincus que bien vieillir, c'est être en bonne compagnie, avec des verbes qui nous sont chers, que vous citez: partager, converser, échanger, admirer, apprendre, créer et se cultiver. On peut trouver donc les tâches que vous menez au sein d'Agréage sur le site internet, tout simplement www.agréage.fr et en épelant AGRE. Voilà, tout à fait. Notre slogan d'Agréage, parce qu'on en a un quand même, hein, c'est vraiment de dire qu'avec Agréage, chaque moment est à vivre. Vous encadrez, il me semble, une douzaine de personnes qui ne sont pas des bénévoles, hein, c'est un travail rémunéré, pour donner du temps aux personnes âgées, pour leur permettre, quelque part, de mieux vivre leur quotidien. Alors, évidemment, première question toute simple, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer Agréage à Nantes et depuis quand cette société existe-t-elle ? Alors voilà, ça fait 4 ans qu'Agréage existe à Nantes. Ça fait aussi 4 ans qu'on l'a lancé Agréage. On travaillait avant sur une autre entreprise qui faisait exactement la même chose. Voilà, ça fait un petit peu moins une dizaine d'années. Et cette entreprise a fermé et en fait, nous, on trouvait ça très dommage que ça s'arrête parce qu'on avait de la demande, des personnes qui avaient vraiment envie de faire appel à nos services. Et donc, du coup, on a remonté Agréage, donc il y a 4 ans. Voilà, donc moi, je suis basée à Nantes et je développe cette antenne d'Agréage à Nantes, mais ça existe dans plusieurs régions, plusieurs villes en France. Avec vous et donc les 12 personnes qui constituent votre équipe, combien de personnes âgées arrivez-vous à voir régulièrement ? Alors, ça dépend vraiment des intervenantes et de la disponibilité des intervenantes. Par exemple, moi, je peux voir une quinzaine de personnes parce que je suis, entre guillemets, à temps plein pour faire ça. Et puis, d'autres personnes qui feront ça parce qu'elles veulent pas travailler le mercredi après-midi, elles veulent être disponibles pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Bah là, évidemment, elles ont un peu moins de personnes. Donc, je sais pas exactement combien de personnes on suit, mais voilà. En tout cas, à Nantes, oui, je sais pas exactement. Oui. En tout cas, il y a un tissu, c'est-à-dire que vous les voyez pas forcément une seule fois. Vous y revenez, vous arrivez à avoir presque une familiarité avec ces personnes âgées. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment... donc, en fait, on va les voir, par exemple, une fois... En fait, c'est vraiment à la carte. Donc, ça peut être une fois par semaine, 2 fois, une fois tous les 15 jours. C'est vraiment donc à la carte. Et puis, il y a des personnes qui demandent tous les jours. Ah oui, donc là, vous allez quoi ? Ça peut passer un quart d'heure, comme vous pouvez passer 3 heures ? Non, en moyenne, on y va 1h30, ouais, 1h30. Donc, pendant cette heure et demie, vous échangez, vous discutez, vous conversez, vous faites de la lecture, vous faites une partie de jeu, vous faites une sortie. Ouais, ça va être très varié. C'est vraiment en fonction des personnes que l'on a en face. L'idée d'Agréage, c'est vraiment de repartir de ce que les gens aimaient faire avant, de ce qu'aujourd'hui ils aimeraient bien faire, mais qui n'osent plus faire tout seuls. Et donc, c'est de leur donner cette possibilité justement de remettre des projets en place. Donc, c'est-à-dire qu'on a autant de projets qu'on a de seniors. Oui. Donc, certaines personnes, l'hiver, c'est sûr que quand il pleut et tout ça, c'est un petit peu plus difficile de sortir. Donc, on va plutôt faire des choses en intérieur. Mais donc, ça peut être tout à fait, ça peut être un Scrabble. Il y a des personnes, ça peut être juste de prendre le temps de goûter avec elles, de préparer un petit thé, de les écouter, de discuter avec elles, ou de travailler sur un projet type rédiger ses mémoires, apprendre à utiliser une tablette informatique. Voilà, ça peut vraiment être très varié. Et puis voilà, puis d'autres finalement avec qui on va sortir, on ira au musée, on ira ils ont une envie folle de retourner au cinéma, c'est de les emmener au cinéma, c'est d'aller faire leurs courses de Noël parce qu'en fait les enfants ont pas forcément le temps de les emmener faire ça. Et puis
pas forcément le temps et l'énergie, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, sont ravis de savoir que leurs parents pourraient aller faire leurs courses avec quelqu'un qui va les accompagner, qui aura le temps de prendre ce temps avec elles pour faire ça, en fait. Donc, ce sont des moments riches, on imagine, même si parfois vous êtes confronté peut-être à l'inattendu, voire peut-être à des moments de gêne aussi, évidemment. Vous arrivez chez quelqu'un, pour la première fois, vous savez pas où est-ce qu'il vit, dans quel état même simplement de propreté parfois. Donc vous mettez aussi un peu d'ordre, j'imagine. Vous l'aidez à se rendre compte de... Oui, en effet, c'est quelquefois pour que on puisse commencer à faire quelque chose avec la personne, on est obligé de commencer par l'aider à se sentir bien, et quelquefois se sentir bien, c'est commencer par c'est l'aider à ranger son salon, faire en sorte que il soit peut-être habillé correctement, parce que quelquefois en fait même des gens qui peuvent être en maison de retraite ou autres ne peuvent plus forcément le faire tout seuls, ont besoin d'aide, et quelquefois le personnel soignant qui est débordé de travail n'a pas le temps et ne prend pas le temps d'aider la personne en fait à faire ce que à permettre à la personne de faire ce qu'elle veut faire. Et donc du coup nous on est là pour ajuster un petit peu ces détails de la vie qui pour nous paraissent anodins, mais qui finalement sont d'une grande importance pour que la personne puisse se sentir bien. Oui. Donc en effet, parfois on a besoin de commencer par bien ranger l'appartement pour que la personne puisse être disponible et qu'elle-même prenne vraiment la disponibilité de faire autre chose. Parce qu'on touche aussi à l'intime, on entre chez quelqu'un quelque part, donc... il faut à la fois qu'elle soit disposée, peut-être que parfois elle n'a même pas elle-même cherché à avoir ce service-là elle-même, c'est peut-être son entourage qui a pensé. Donc il y a déjà pour vous, j'imagine, et pour vos collègues, se faire accepter par la personne. Ouais. Et ensuite, nouer une relation permettant d'aller plus loin. Alors en effet, la personne, d'abord quand on va chez elle, avant, il y a tout un entretien sur l'état de vie, quoi. Sur l'état de vie, et puis sur ce que la personne aimait bien faire avant, justement ce que je disais tout à l'heure, parce que nous, ça nous donne un peu des tuyaux pour avancer avec cette personne-là. En fait, en tout cas, pour pas arriver sans rien connaître. Et puis il y a toujours un premier rendez-vous, on fait un peu connaissance avec la personne. Donc en fait, on est au courant par la famille de qui est la personne. On a l'avis finalement d'une fille, d'un fils, mais maintenant, au premier rendez-vous, ce qui est intéressant, c'est de discuter directement avec la personne, et là, les enfants n'interviennent plus, et on va vraiment discuter et voir ce que la personne a envie de faire. Et comment fixez-vous ensuite la régularité des visites ? C'est selon le désir exprimé par la personne ? Alors ça dépend si le projet est très établi, qu'il y a quelqu'un qui veut rédiger ses mémoires. Là, on établit vraiment un plan, comment dire, pas un plan, mais un calendrier de visite, voilà, exactement. Et autrement, ça se fait très naturellement. Par exemple, il y a des gens qui disent, oui, moi j'aimerais bien que quelqu'un vienne me voir 2 heures 2 fois par semaine. Voilà, donc en fait, on va voir quels sont les meilleurs créneaux pour la personne, et pour l'intervenant aussi, il faut que tout le monde puisse être disponible et à l'heure au rendez-vous. Mais après, il y a des personnes qui veulent juste démarrer petit, qui finalement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans leur vie, ils sont pas très habitués à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord de laisser le temps pour que la rencontre se fasse et qu'il y a une vraie confiance qui va s'installer entre les deux personnes. Et souvent, en fait, après on nous dit, vous voudriez pas venir une 2e fois dans la semaine ou une 3e fois, voilà. Et bon, voilà. Donc ça peut vraiment se faire. Et à quoi faites-vous attention quand vous arrivez ? Est-ce que vous faites attention ne serait-ce qu'à votre tenue vous-même ? J'imagine peut-être aussi à la voix, au débit, parce que ce sont quand même des personnes âgées. Vous disiez lors de votre point qu'il y avait beaucoup de centenaires. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément le même vocabulaire que des jeunes de 20, 30 ou 40 ans aujourd'hui. Il faut les comprendre. Il faut aussi comprendre leur point de vue par rapport à nous. Et vous, par rapport à eux, je suppose, il y a un accord à trouver dans sa personne. Il y a un ajustement. Il y a un ajustement à trouver. C'est vrai qu'en effet, nous, on fait attention à notre présentation, à notre tenue vestimentaire. C'est sûr qu'on n'arrive pas... voilà, on est avec une autre génération. On fait aussi attention à notre langage. Après, dans les intervenants, c'est sûr qu'il y a tout style d'intervenant, mais en tout cas, il y a on fait vraiment attention quand même à ça, malgré
ce qu'on a reçu comme éducation ou autre. Il n'y a pas de voilà, mais on fait vraiment voilà, il y a une attention particulière à la présentation et de pareil de ne pas appeler la personne par son prénom, voilà, de la respecter comme elle est et on l'appellera par son prénom. C'est si la personne nous le demande. Oui. Voilà. Mais d'emblée, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Et alors que c'est vrai, nous, on est une génération où finalement, vous, même quand vous démarrez un nouveau travail, bah, vous tutoyez rapidement vos collègues alors que vous les connaissez pas, vous les appelez par leur prénom. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît normal, ça, mais finalement, pour la génération... ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. Y a-t-il des hommes au sein de votre équipe ? Alors moi, à Nantes, il n'y a pas d'hommes, exclusivement féminins, mais c'est absolument pas fermé aux hommes. Mais dans d'autres villes, il y a des hommes, en effet. Ouais. Et comment vous préparez-vous pour parfois reconsidérer sur le moment quand vous arrivez le plan que vous aviez prévu ? Parce que parfois, il peut y avoir d'inattendu et se dire « Bon, j'avais prévu ça, en fait, il va falloir partir sur autre chose parce que la personne que vous rencontrez est d'une autre humeur, n'est pas disposée ou n'a peut-être pas simplement envie de faire ce à quoi vous aviez pensé. » Oui, alors c'est vrai que nous, on doit avoir on a des idées quelquefois quand on va chez eux, on se dit tiens, je pourrais l'emmener à tel endroit, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis on arrive tout d'un coup chez la personne et en fait elle est pas du tout disposée à ça. Donc là, c'est sûr que à nouveau, là, il faut s'ajuster aussi. D'abord, il faut voir pourquoi la personne n'est pas Enfin voilà, elle a pas envie de sortir, elle est fatiguée, elle a peut-être un problème de santé, le cardio qui fonctionne mal ou autre. Bon quand c'est comme ça, en fait, on revoit sa copie et puis là, c'est place à l'imagination. Et puis en fait, quelquefois, c'est surtout aussi en discutant avec la personne que là, finalement, on va comprendre que la personne, elle a besoin de rester chez elle et qu'elle a besoin juste qu'on lui apprenne à utiliser. C'est le moment de l'aider à apprendre à utiliser, par exemple, son lecteur DVD ou des choses comme ça. En fait, ils sont toujours un peu en difficulté avec ce genre de choses et qui, en fait, ça l'aiderait finalement beaucoup qu'on fasse ça parce qu'elle a envie de rester chez elle, parce qu'elle est fatiguée, qu'elle aurait envie de se regarder un petit film tranquillement chez elle. Voilà, c'est du coup, on pensait à quelque chose plutôt en extérieur, et on restera à l'intérieur et on va prendre le temps de boire un petit verre ensemble ou de faire de prendre un thé avec la personne et de discuter. Ça peut vraiment il faut vraiment être à l'écoute de la personne et puis d'ajuster et puis ce qu'on avait prévu ça sera peut-être pour une prochaine fois. À vous entendre, cela paraît tellement simple, mais on se doute que parfois vous avez dû être surprise vous-même peut-être par une situation peut-être tendue, compliquée, peut-être pendant que vous êtes là ou juste avant que vous n'arriviez, la personne a peut-être reçu une mauvaise nouvelle, vous la récupérez dans un état assez fatigué ou consterné. Peut-être aussi un propos tenu peut vous choquer parce qu'ils ont connu une époque qui n'est pas tellement, que nous n'avons pas connue. Donc ils ont des repères forcément différents sur l'histoire, sur l'évolution de ce pays. Peut-être que puisque vous entrez en intimité quelque part avec une personne, il y a des choses qui doivent vous surprendre et savoir soit justement ne pas réagir, soit réagir. Alors ça dépend des moments parce que quelquefois on a des personnes qui ont besoin aussi qu'on les pousse un petit peu, qu'on les sorte un petit peu de leur zone de confort. Qu'on les stimule, tout à fait. Parce que c'est vite fait de vouloir aussi, on est fatigué, je suis vieux, j'ai pas envie de sortir. Vraiment il peut y avoir de ça. Alors qu'en fait quelquefois un petit coup de main pour les aider à se dépasser, mais je veux dire, nous aussi on se dépasse dans certains domaines et en fait les personnes âgées aussi, elles sont comme nous, elles ont besoin aussi de se dépasser, qu'on les restimule pour les aider à avancer, à retrouver de l'énergie pour garder le goût de vivre jusqu'au bout. Ça c'est sûr que c'est un petit travail et donc nous aussi il faut qu'on les aide justement à retrouver cet élan. Et comment vivez-vous le silence qui peut s'instaurer parfois ? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même très bruyant. C'est très vite fait, même nous, quand on est chez nous, de mettre de la musique ou en voiture, d'être toujours dans un environnement bruyant. Une personne âgée n'a pas cette culture-là. Donc c'est sûr que déjà quand on va arriver chez elle, il y a une mise au pas, il y a une mise au diapason à faire pour pouvoir d'abord rencontrer l'autre personne. Et c'est vrai que il y a des personnes qui sont beaucoup plus calmes,
Il n'y a pas besoin de... Ils sont tout de suite en vérité, assez facilement en vérité, beaucoup plus que nous finalement. Il y a moins de filtres avec les personnes âgées. Il y a quelque chose de beaucoup plus vrai que nous, les relations qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde. Et en fait, le calme, le silence, c'est quelque chose pour eux qui est absolument pas gênant. Et c'est vrai que c'est un effort quelquefois d'être à côté d'eux et se dire, là, il y a un blanc, je laisse. En fait, c'est normal. Il n'y a pas à le combler. Voilà. Bon, de toute façon, il faut laisser cette place. Vous l'accueillez. Voilà, il faut l'accueillir. Il faut accueillir le silence. Ouais. Il peut y en avoir beaucoup parfois. Comment rester justement à sa place ? C'est-à-dire que on peut nouer évidemment par ces relations une proximité avec la personne. En même temps, il faut la respecter. Et en même temps, c'est votre métier. Donc, vous le disiez, il ne faudrait pas s'attacher de façon démesurée à chacun. Est-ce que ça, c'est un apprentissage sur le long terme ? Et comment le faites-vous passer ce message à celles qui travaillent avec vous ? Ne pas s'attacher aux gens, en fait, on est quand même dans un métier humain. On a vraiment une relation de confiance. Les gens sont vraiment bien. Enfin, on est bien ensemble, hein, d'ailleurs. Enfin, ça va dans les deux sens. Et du coup, c'est vrai que quelquefois, quand la personne est en fin de vie, ça peut être plus compliqué de gérer ça. Mais en même temps, ce ne sont pas nos parents, c'est pas quelqu'un de notre famille, donc il y a une distance à mettre pour se protéger, parce que en fait, on peut pas passer. On travaille quand même avec le grand âge, et donc des gens qui potentiellement seraient à même de mourir, voilà, et peut-être avant nous. C'est vrai que de pas s'attacher. Donc, je sais pas s'il y a, des conseils à donner, mais c'est sûr que il faut. On peut aimer la personne que l'on a en face de nous, même si c'est une relation professionnelle, aimer au sens apprécier, il y a vraiment une amitié entre les deux personnes, mais ça reste une amitié. Nous, ça reste notre travail, donc en fait, il faut aussi qu'on garde les pieds sur terre, parce qu'autrement, si on passe notre vie à pleurer dès qu'une personne décède, en fait, c'est quand même très compliqué ce métier dans ce cas-là. Donc il faut quand même avoir déjà, je pense, de base, et puis, la faculté à prendre un peu de recul. Et puis, en fait, nous, on n'est pas tout seul au sein d'Agréage. On travaille quand même en équipe, même si les intervenantes travaillent de façon individuelle chez les gens. En fait, on est toujours là de toute façon pour les accompagner dans ces moments-là. Quand il y a des difficultés, quand il y a des décès et autres, en fait, vraiment, il peut y avoir de l'échange entre nous. Et donc, nous, à Nantes, on prend le temps de se retrouver de temps en temps, justement, pour que les unes et les autres puissent discuter. Et puis, finalement, on va se rendre compte que l'une a des choses à apporter, des conseils à nous donner, justement, pour prendre ce recul-là. Ce petit travail d'équipe peut se faire et peut aussi aider. Je serai pas la seule, évidemment, à apporter la solution de comment faire pour prendre du recul quand... Même parfois on peut en avoir marre en plus. Parfois les personnes âgées ont quand même des caractères, mais comme nous d'ailleurs, mais il peut y avoir des caractères très forts. Et donc quelquefois on n'en peut plus aussi nous. Et donc on a besoin de prendre aussi du recul. Et finalement en discutant avec une autre personne qui pourrait intervenir chez cette même dame ou ce même monsieur, et ben en fait vous dites mais non moi ça se passe pas du tout comme ça. Et en fait je fais ci, je fais ça. Donc elle peut nous donner des petits tuyaux justement pour prendre du recul aussi. Voilà. Donc vous appuyez sur les talents, les charismes des personnes avec qui vous travaillez, comme les talents et les charismes de ceux que vous allez voir. Tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, faut savoir les déceler parfois, parce que c'est pas toujours visible. Oui, c'est plus visible dans les intervenants, c'est plus visible. Les intervenants qui interviennent, c'est plus facile, parce que en fait, c'est au moment du recrutement, en fait, qu'on cherche vraiment à déceler les talents de chacun. Après, les personnes âgées, on arrive souvent, n'ont plus trop le goût de vivre, ils savent plus trop à quoi se raccrocher, à quoi ils servent, pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils ne meurent pas. C'est très long pour eux. Et en fait, nous, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de qu'est-ce qu'ils aimaient faire avant, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien faire aujourd'hui, qu'ils n'osent pas faire. Et nous, on va vraiment s'inspirer de ça pour aller chercher en eux et réveiller en eux, en tout cas, ces talents qui sont certainement endormis. Oui. Voilà. Et puis vous travaillez peut-être aussi en adéquation, en lien, parce que toutes les personnes que vous voyez ne sont pas forcément dans une forme olympique. Donc il peut y avoir des aides-soignants, il peut y avoir des infirmiers de passage. Est-ce que parfois vous côtoyez ces personnes-là et qui vous indiquent aussi quelques éléments sur
sur comment va la personne? Oui, alors on voit pas vraiment le personnel soignant D'accord. parce que nous, en fait, quand on va chez les personnes, souvent on n'arrive pas avant 10 heures du matin parce que justement, avant 10 heures, il y a la toilette, il y a Oui. le kiné qui passe, voilà, il y a souvent des soins un peu de... Donc Oui. ils sont prêts, Donc nous, à vous tout accueillir prêts, quand ils vous sont tout arrivez. prêts quand on arrive, exactement. Il n'y a plus qu'à. Mais quelquefois, ils sont fatigués. Et donc voilà, c'est là où il y a tout cet ajustement. Parfois, on rencontre, on va dire, la psychologue ou voilà, ça peut quand les gens sont dans des établissements, ou alors ça peut être un échange avec la famille, voilà, qui peuvent nous faire déjà aussi un retour de ce qu'on fait avec les personnes âgées, avec leurs parents. Et en effet, la psychologue ou l'infirmière cadre de l'établissement, enfin voilà, ça peut être vraiment le directeur, ça peut vraiment être très très varié, mais en effet, on peut avoir des retours. Alors parlons des meubles, justement, parce que cette anecdote m'a beaucoup à la fois intrigué et amusé. Vous faites parler les meubles. Alors j'ai compris que en fait, c'était un moyen, en arrivant chez quelqu'un, pour vouloir nouer ou en tout cas initier une conversation, de l'interroger sur une œuvre d'art, un tableau, une commode qui pouvait être chez lui, ou un bibelot. Et par là, en fait, ça lui permet non seulement d'y repenser, de repenser peut-être à son passé et d'en parler, tout simplement. D'en parler, de le transmettre aussi. Oui. Tout le monde n'a pas envie de transmettre, de rédiger ses souvenirs. Il y en a vraiment pour qui ça les barbe de faire ça. Et en même temps, la famille, elle peut être en demande aussi de connaître des choses sur l'histoire familiale. Et en fait, oui, c'est ça dont je parlais ce matin, c'est de faire parler les meubles. En fait, c'est amusant parce que en rentrant chez la personne, vous regardez un peu à droite à gauche, vous êtes dans son salon, vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, il y a un secrétaire à cylindre, il y a une commode, je sais pas, il y a une commode Louis XVI, dessus il y a posé un petite statue de Bouddha, vous avez un kakémono qui est accroché au mur. Vous voyez, en fait, ça, c'est vraiment des choses, je vous donne ces exemples-là, ça pourrait être complètement autre chose. Et puis finalement, je vais discuter avec la personne, je dis, mais ce kakémono, cette statue de Bouddha, qu'est-ce que c'est? Oui. Et là, en fait, la personne va me dire, bah voilà, moi c'est mon grand-père qui était ministre en Chine, et en fait, voilà, elle va nous raconter la vie du grand-père qui était ministre, d'où viennent ces statues, quelle est l'histoire en fait, et finalement, on va connaître l'histoire du grand-père par ces objets de décoration qui sont dans le petit secrétaire en cylindre ancien là, bah voilà, elle va raconter que pendant la guerre, les gens du village ont récupéré quelques meubles de cette maison de famille qui était habitée par les Allemands, et en fait on cachait certains meubles pour pouvoir permettre à la famille le jour après la guerre de pouvoir retrouver ces meubles-là. Vous voyez, ça peut être, et en fait c'est ça, faire parler les meubles. Du coup il y a toute l'histoire de famille qui peut être derrière, et donc on découvre des choses. Enfin, c'est surtout les enfants vont pouvoir découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça. Et en fait, ça permet... Grâce à vous, quelque part. Par un intermédiaire. Exactement. Vous aussi, vous êtes dans la transmission, du coup, de Voilà. cet héritage familial. En fait, ils auraient pu transmettre ça aussi à la famille, mais ils n'auraient pas forcément eu l'idée ou enfin voilà, l'occasion, enfin voilà. Donc c'est vrai que on a fait ça, on a déjà eu l'occasion de faire ça. Et après, c'est quelque chose qui peut être qui est intéressant parce que la personne finalement, elle va aller rechercher un peu dans ses souvenirs des petites anecdotes liées à différentes choses dans son appartement, des photos éventuellement de tel meuble, de telle tapisserie ou autre quand elle était dans un autre environnement. Et voilà, donc il y a vraiment cette idée de transmission. Nous, après, on va aider la personne à mettre ça en page, vraiment avec rédiger ce qu'elle nous a dit sur voilà, avec la photo à côté du meuble, rédiger un petit laïus autour de ça, et après le mettre vraiment en page dans un carnet de photos ou quelque chose comme ça. Et après, la personne âgée, ce qui peut être intéressant, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, après, elle va aller l'offrir elle-même à Noël, par exemple, aux enfants, aux petits-enfants. Voilà, donc avec les photos, on va dire, de la commode, avec un petit laïus à côté. Et donc, en fait, l'histoire passe comme ça aussi. Donc là, vous redonnez vraiment du goût de vivre. On redonne le goût de vivre, on redonne une place à la personne âgée. Elle retrouve... elle a un projet en fait, voilà. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas de projet et donc s'ennuient profondément, et donc là nous c'est un peu notre idée, c'est vraiment de leur redonner le goût de vivre par le biais d'une activité, d'un projet qui va leur plaire. Oui. Ça c'est magnifique parce qu'on imagine les quantités d'histoires ignorées par les descendants et qui par quelqu'un d'extérieur finissent par éclore, par voir le jour. Et alors, dans le cadre de cette émission, nous avions eu la chance d'interviewer une autre jeune femme qui avait écrit un livre sur le toucher. Le toucher est parfois le dernier souvenir que quelqu'un emporte, peut-être avant de mourir, et la personne qu'il a rencontrée également.
parce que ça peut passer par un baiser, ça peut passer par une poignée de main. Et au cours de cette émission, cette jeune femme avait eu le témoignage d'une psychologue qui avait aidé dans un EHPAD du 9-3, qui, décrivait-elle, était un des pires de France par la quantité de personnes dans cet établissement et par la difficulté des soins qui étaient donnés. Et puis en plus, en période de Covid, il y avait des corbillards tous les jours, avec 5 cm de fermeture éclair pour voir encore le visage du défunt, voilà. C'était extrêmement réduit, et puis un jour, une vieille dame lui dit, elle-même avait dû dresser une liste des personnes qui lui semblaient les plus prioritaires, donc au détriment des autres, et puis dans cette liste, en établir encore une, puisqu'elle pouvait pas voir tout le monde. Et puis quelqu'un un jour lui demande « Voyez-vous le chef d'établissement ?»« Oui. Pourquoi, madame ?»« C'est au sujet des fraises. » Et « Ah bon, des fraises, et pourquoi, madame ?» Et la vieille dame explique « Bah oui, parce que la saison des fraises est en train de passer, nous n'en avons pas eu une seule, et pour nous, ça sera peut-être la dernière occasion de manger. » Alors, devant cette appétence pour de simples fraises, mais qui témoigne en fait d'une appétence pour la vie, est-ce qu'on se sent parfois démuni par rapport aux volontés de quelqu'un qui exprime peut-être un désir auquel on n'avait pas pensé? Alors nous, on essaye de savoir quels sont ces désirs, justement, et nous, avec Agréage, on essaye de vraiment répondre à ces désirs. Donc en effet, si la personne aurait eu envie de fraises, on se serait démené pour lui trouver des fraises. Mais parfois, il faut qu'elle exprime. Il faut qu'elle exprime, mais finalement, nous, comme on est vraiment dans une relation où on vient, on a le temps pour la personne, on a le temps de discuter et tout ça. Donc en fait, la personne, elle peut vraiment, il y a vraiment, peut-être pas tout de suite, elle l'exprimera peut-être pas dès le démarrage, mais en fait, au fur et à mesure, ça va venir. Dans la construction de la construction, de la relation. À Nantes, moi j'ai une dame, c'est amusant, mais elle m'a quand même dit. Elle m'a quand même dit une fois que ses enfants elle a 96 ans, que ses enfants ne voulaient plus l'emmener se baigner dans la rivière de sa maison de vacances. Et donc, elle est extrêmement vexée de ça. Et parce qu'elle elle raffole de se baigner. Et donc je comprends que la rivière, ça soit un petit peu compliqué. Alors, je lui ai proposé, on l'a pas encore fait, mais ça se fera certainement, peut-être pas, mais on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée, étant de le faire. En fait, on va l'emmener à la piscine à Nantes, parce que bon, sa maison de vacances est vraiment loin de Nantes, mais elle, ce qui lui ferait vraiment plaisir, c'est d'aller se baigner. Donc en fait, si c'est ça ce qui lui fait plaisir, moi je vais m'arranger pour que cette personne, elle puisse aller se rebaigner. Alors certes, ce sera pas la rivière au bout de son jardin, mais ce sera à la piscine. Ce sera peut-être plus facile de sortir de l'eau si on sera pas. On sent une vérité, enfin en tout cas un état d'être en vérité quand on vous entend. Est-ce que pour finir cette émission, on imagine qu'il faut être en vérité pour pouvoir nouer de telles relations avec ces personnes âgées qu'on ne connaît pas en arrivant? Pour cela, est-il nécessaire, ou le seul critère à respecter est-il d'être simple? La personne âgée, je trouve qu'elle nous apprend à être simple, parce que souvent la personne âgée a moins de filtres, parce que la vie avançant, on s'embête moins, et elles sont plus facilement en vérité. C'est souvent des personnes qui peuvent être aussi un peu en difficulté, parce qu'elles marchent moins bien et tout ça, et donc il y a une certaine humilité aussi chez la personne, et qui nous pousse, nous aussi, de toute façon, nous, pour pouvoir rencontrer la personne, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se mettre au diapason. Donc en fait, nous aussi, si on n'est pas en vérité, la personne, ça va pas l'amuser. La relation sera un peu faussée. Et donc, ça sera pas intéressant pour... dans la relation, c'est pas très intéressant. Du coup, je trouve ce manque de... mieux vaut être vrai, quoi. Vrai et dans un certain cadre donné. Oui. Ça, je crois que c'est important de le dire quand même. Vous fixez un cadre dès le départ, quoi. Les horaires, les jours de passage... Oui, c'est vrai. Oui. Parce que de toute façon, la personne âgée, d'abord c'est les respecter, mais c'est surtout aussi qu'elle a besoin de repères. Une personne âgée a besoin de repères. Et donc on sait que Marguerite, mardi à 14h, elle vient à la maison. Donc en fait, le rendez-vous, il est fixe. Et il pourrait tout à fait être... Après, c'est pas interdit de changer de jour, mais il y a quelque chose qui est quand même plus facile. Voilà, ça rentre dans un programme. À 14h, il y a Marguerite qui va venir. Et pas à 14h05. Et pas à 14h05, s'ils sont très ponctuels. Ça, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Marguerite. Avec plaisir.